À votre rendez-vous de chaque semaine, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine Info 7. L'actualité de ce jour sera décortiquée pour vous avec le président national de Parezo. C'est un parti de l'Union sacrée de la nation. C'est un parti de réforme dans la société. Et lui, c'est qui Kouta Rigobert. Il est également coordonnateur adjoint à des forces politiques et sociales alliées au parti au pouvoir, l'UDPS. Madame, Messieurs, notre invité est déjà ici avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Comment se porte votre regroupement politique, force politique alliée sociale au pouvoir? Comment ça se porte depuis la disparition de Kitenge-Yesu? Il se porte très bien. Bien évidemment que Kitenge-Yesu nous était de très grands apports. Avec son départ, c'est vrai qu'il y a eu un peu quelques, je ne sais pas bousculage, une grande tristesse. Hein? Voilà, quelques perturbations. On peut dire. Mais grâce aussi à l'effort de M. Laurent Batoumana, qui est le coordonnateur général, en tout cas, nous nous portons à merveille. Mais on a l'impression que vous êtes déstabilisé. Parce que depuis un temps, on ne vous entend plus, on n'entend plus la voix des forces politiques alliées à l'UDPS. À chaque fois qu'il y avait une question d'actualité, on pouvait bien entendre votre voix. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on a oublié de faire appel à votre chaîne, qui est une très grande chaîne, mais en tout cas, nous parlons. La dernière fois, nous avons eu un grand communiqué de presse par rapport à la situation générale du pays, et vous allez nous entendre. Oui, vous pouvez bien le dire ici que vous oubliez Congo Web, mais malheureusement, quand on suit d'autres chaînes, on ne vous entend pas. Vous ne voulez pas reconnaître que le départ de Kitenge-Yesu vous a déstabilisé. S'il faut reconnaître la grandeur, l'apport de M. Kitenge-Yesu au sein des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, il faut les reconnaître, mais nous sommes là, nous existons, et vous allez nous entendre bientôt. Parlons un peu de votre parti politique qui est membre des alliés au pouvoir, Parezo, parti des réformes dans la société. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on n'entend pas parler de ce parti. Hein. Non, il faut faire très attention. Vous savez, j'avais mon professeur de pédagogie qui disait que ce sont souvent les têtes vides qui crient. Et souvent, beaucoup de choses, il faut les faire en silence. Il faut faire beaucoup de choses en silence. Et nous, moi, je pense, j'ai pris pour principe de travailler en silence. Et lorsque les résultats sont là, je peux crier. Travailler en silence. On travaille en silence. Est-ce que vous êtes sûr que si on approchait 2 ou 3 Congolais, ils savent Parezo, que c'est un parti, ils le connaissent? Vous dites si bien, si on approchait 2 ou 3 Congolais, c'est pas signe d'un sondage. Vous comprenez? Laissez-nous travailler. Qu'on vous laisse travailler. Laissez-nous travailler, et lorsque nous aurons des résultats, je reviendrai. Et ça sera pour quand, ces résultats? Mais lorsque les résultats, vous les aurez pour 2023. Ah, 2023. Voilà. Parezo existe dans combien de provinces de la RDC? Parezo existe seulement à Kinshasa. Mais il n'y a pas de honte à dire ça. Vous savez que quand vous regardez les structures de partis politiques, il y a des partis politiques qui se disent des partis politiques régionaux. On a eu les cas de la BACO. À un moment donné, on a eu les cas de ce qu'on a appelé les PESA, de Fé Gizenga, de mon père, fille, le premier président. C'était au départ des partis régionaux. Moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte que je dise que Parezo existe à Kinshasa. Vous comprenez? Si je dis je suis Kinois et j'aimerais avoir un parti qui défend les intérêts kinois, en sciences politiques, ça se justifie. Nous travaillons, attendons 2023. Et vous verrez les résultats. Vous êtes à la quête du pouvoir comme d'autres partis politiques ou Parezo? Nous sommes déjà au pouvoir. Nous sommes déjà au pouvoir. Vous avez combien de membres dans le gouvernement? Oh mais attends. Vous êtes en train d'en chercher? Moi je parle en termes de groupe. Les membres que nous avons au gouvernement, vous avez mon Parezo. frère. Parlons de Parezo. J'y arrive, s'il vous plaît. Ceux qui sont partis au gouvernement sont partis pour les comptes de forces politiques et sociales alliées de l'UDPS, dont Parezo est membre. Donc j'ai dû donner mon quitus. J'ai dû donner mon quitus pour que nous ayons Didier Boudimbo aux hydrocarbures, mon grand frère Élisée Bokoumona au budget comme vice-ministre. J'ai dû donner mon quitus. On peut comprendre que vous êtes en train de vous cacher derrière les alliés du parti au pouvoir. Je ne me cache pas derrière les alliés. Je ne me cache pas derrière les alliés. Les Parezo a déjà
existé depuis longtemps, depuis 2006. Aujourd'hui, nous sommes dans une plateforme, il y a une logique, la discipline, la logique du regroupement. Vous comprenez? Donc, je donnais mon cutis pour que nous ayons, moi aussi, pour que nous ayons nos 2 ministres. Merci. Parlons de ce grand rendez-vous du 13 novembre prochain. Qu'est-ce que les forces politiques alliées et à l'UDPS sont en train de préparer pour cette date? Alors, pour cette date, en fait, c'était une journée que nous avons intitulée Journée patriotique et de l'unité. C'est une grande journée qui, cette fois-ci, va réunir toutes les composantes de l'union sacrée de la nation. Vous aurez les partis. L'initiative des alliés, mais qui va regrouper toutes les composantes. Il faut toujours avoir de l'initiative. On avait eu la première initiative avant la formation du gouvernement. Avant la formation du gouvernement, nous avons eu cette initiative des warriors. On a eu cette initiative de rassembler, de colmater, de rassembler toutes les personnes qui se disaient membres de l'Union sacrée. Ils sont tous venus. Maintenant, cette initiative qui va rassembler toutes les différentes composantes de l'Union sacrée, ça sera simplement pour souder notre union, pour démontrer à la face du monde et surtout à nos détracteurs que l'union sacrée, elle est là, à nos détracteurs, nos détracteurs, hein, que l'union sacrée. Je ne suis pas là pour commencer. Non, mais parce que vous parlez des détracteurs, alors pourquoi les pas? Je parlais des détracteurs, ça s'arrête là. Sinon, je risque de faire leur publicité. Et je ne peux pas le faire ici. Ils sont détracteurs qui restent dans l'anonymat, mais nous les connaissons. Et ce grand rendez-vous aura lieu où? Les grands rendez-vous aura lieu donc, comme je l'ai dit, le 13 novembre à 11 h au siège de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS sur Triomphal, numéro 5. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Vous le savez certainement, ACAJ s'est prononcé autour de surgelé. Pour surgelé, nous le savons tous que plusieurs voix se sont levées. Quant à ce, ACAJ était en conférence de presse la semaine. Mais nous allons également parler de la corruption dans cette première rubrique. Institution d'appui à la démocratie en RDC ayant reçu mission de promouvoir et protéger les droits de l'homme, la CNDH, à travers l'atelier de séjour, à l'intention des entreprises publiques et privées, voudra, en guise de prévention, ensemble avec d'autres experts en la matière, outiller les participants tout en intégrant que la corruption constitue l'entrave, directe ou indirecte, au respect des droits de l'homme. En sa qualité d'organisme consultatif et technique en matière des droits de l'homme, la CNDH voudrait converger ses efforts avec celles de toutes les parties prenantes pour contribuer à la lutte contre la corruption, vu son impact négatif sur le droit de l'homme. Ayant aussi exposé sur le cadre normatif et institutionnel et échange d'expériences sur la lutte contre la corruption en RDC, le professeur Luzolo Bambi est tout de même d'avis que l'état de siège à Nituri et au Nord Kivu est une réponse à la corruption dans cette partie de la RDC. N'entrons pas dans le politique, mais regardons l'espace Est, dans le prisme de la corruption. Tout le monde sait combien le phénomène du pillage des ressources naturelles est fréquent et récurrent dans ces secteurs-là depuis fort longtemps. Il y a eu combien de rapports du panel d'experts des Nations Unies par rapport au pillage des ressources. Voilà pourquoi, sur ce point de principe d'État, la décision de l'état de siège est une décision salutaire par rapport à la lutte contre la corruption. D'autres intervenants, notamment l'homme d'affaires Claude Malouma, ce dernier a parlé de l'impact de la corruption sur le monde des affaires en RDC. Nous avons juste démontré que l'économie de ce pays est à mal parce que les hommes d'affaires qui existaient au Congolais n'existaient plus, les Congolais n'existaient plus parce que, faute de la corruption, beaucoup de nos autorités ont choisi la corruption pour détruire l'économie de leur pays. C'est-à-dire ils ont préféré avoir l'argent des expatriés qui ont choisi notre pays pour détruire l'économie. Vous allez voir quelqu'un qui est importateur, lui-même agent maritime, lui-même agent sans douane, alors que la loi interdit toutes ces choses-là, la loi douanière comme la loi économique. Mais la CNDH ne compte pas désarmer. À en croire son président Mamous, il sera organisé dans les prochains jours des assises du genre, à l'intention cette fois-là des représentants des ministères publics
et autres membres des cabinets ministériels en RDC. C'est une situation qui paraît illogique pour l'Association congolaise d'accès à la justice qui ne parvient pas à digérer le fait que les différents ministères et autres entreprises de l'État aient choisi de s'approvisionner pour les colis traditionnels de fin de l'année à remettre aux travailleurs auprès des sociétés ayant foulé au pied la mesure du gouvernement de revoir à la baisse les prix des produits surgelés. Il est incompréhensible que tous les fournisseurs retenus soient ceux-là qui se sont montrés récalcitrants contre la décision gouvernementale portant sur la baisse des produits surgelés. En clair, il apparaît que la collusion entre les différents responsables politiques et les opérateurs économiques véreux ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est qu'un dignitaire du régime de premier rang voudra que la SCPT soit approvisionnée pour le compte des travailleurs par une société l'ayant fait condamner jadis sur un litige imaginaire d'une somme de 2 500 000 $ américains. Tenez-vous bien, la dite société réclame à la SCPT le paiement d'un montant de 47 millions de dollars sur un litige imaginaire de 2 500 000 $. La CAJ trouve cela inacceptable, surtout que le dit fournisseur aurait été recommandé par une personnalité politique de premier rang qui a décidé de sacrifier le peuple d'abord sur l'autel des intérêts privés. À la place, la CAJ propose que soit une somme d'argent en contrepartie soit remise aux travailleurs, histoire de faire la leçon aux sociétés qui se sont révélées rebelles vis-à-vis de la mesure salutaire édictée par le gouvernement. Pour ces derniers, la CAJ dit rester mobilisée et promet de demander à la SCPT de mettre en place le mécanisme de vente amorcée, la procédure pour que l'argent déjà versé soit restitué et remis à une entreprise à même d'accompagner le gouvernement congolais dans sa démarche de baisse des prix des produits surgelés. Rigobert Kouta, vous êtes de l'Union sacrée de la nation, je rappelle. Nous avons entendu des voix qui se sont levées autour de cette affaire de surgelé. Comment expliquer aujourd'hui que le Warrior, qui ont appelé les sociétés concernées à se conformer à la décision de l'État, aille encore vers ces sociétés pour solliciter les produits à donner aux travailleurs en cette fin d'année? Comment vous expliquez ça? On a l'impression que le gouvernement veut une chose et son contraire. Les gens qui s'entêtent. Mais de l'autre côté, vous voulez les encourager. Oui, merci madame. D'abord, je n'ai pas suivi, disons, tout ce que mon ami, Maître Kapiamba, Akaj a déclaré. J'aimerais d'abord vous dire ceci. Allez-y. S'il y a une personne qui s'est toujours battue depuis que nous avons pris le pouvoir, déjà à l'époque où Mme Akassia était ministre de l'économie, je lui ai beaucoup écrit sur le problème de ces produits surgelés. Parce que moi-même, je ne comprenais pas. Et je ne comprends pas jusqu'à ce jour. Ah, jusqu'à aujourd'hui, vous ne comprenez rien? Je ne comprends rien. Comment ça se fait que quelques individus, comme à l'époque de Mobutu, nous avions eu un certain Orgaman, qui détenait pratiquement tous les monopoles d'importation des produits surgelés. Et ce monsieur avait la capacité, à tout moment, de faire une rétention de ces produits surgelés et de provoquer des crises sociales. Non, il gérait ça comme il le voulait, comme si l'État congolais n'existait pas. Voilà. Et là, nous avons aussi quelques individus, permettez-moi on est en train de revivre la même situation. Nous avons quelques individus qui, par quelle magie, ont obtenu, lors de pouvoir passer des licences d'importation de produits surgelés, un petit groupe, je dirais, monopolistique, qui ont obtenu des licences d'importation et qui peuvent fixer des prix comme ils veulent et qui peuvent faire la rétention des marchandises, des produits comme ils veulent pour provoquer la rareté, augmenter les prix. Et à qui le gouvernement donne des instructions? Parce que le gouvernement, comme
a pour rôle, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, a pour rôle aussi de contrôler les prix, de réglementer les prix pour certains produits. Et je suis étonné que malgré les instructions qui ont été données à ces opérateurs économiques, ils continuent à faire de la résistance. Ils ont ces sociétés en... Non, moi, vous savez, je suis très proche. La décision du gouvernement. J'ai dit, je suis très proche du président de la République. Et les gens qui me connaissent ne les mettront pas en doute. Je suis aussi une personne qui, lorsque j'ai l'occasion, informe aussi le président de la République de ce qui se passe. On ne peut pas comprendre qu'un groupe d'individus comme ça, à qui on a donné des instructions, ne veulent pas s'exécuter. Alors là, moi, je pense qu'il y a des ministres sectoriels par rapport à toutes ces compétences-là. Il est grand temps d'agir. Je ne ferai pas plus de commentaires. Je dis simplement, il est grand temps d'agir pour que, dans notre pays, que des individus viennent imposer leur point de vue. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Peut-on conclure que ces sociétés sont des mèches avec la personne qui a autorisé? Je vous dis, madame, je vous regarde droit dans les yeux. Je vous dis clairement, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis même pas secrétaire général à l'économie. Donc c'est un fait que je viens de voir et je viens d'apprendre. Le moment venu, en tout cas, j'ai crierai chez acquis des droits pour que nous puissions avoir des explications. Mais déjà d'emblée, je vous dis, le président de la République est en train de se battre pour que ce genre de choses n'existent pas. Mais contrairement à cela... Heureusement, ça existe. Mais on a vu, non. Heureusement, ça existe. Non, madame, vous avez pour rôle d'informer. Et nous avons, nous, pour rôle de protéger les citoyens, d'améliorer la situation sociale et économique de nos concitoyens. Moi, je dis, j'ai jamais été pour ça. Ce sont des choses qu'on peut pas accepter. Et maintenant que vous avez cette information, vous voulez attendre longtemps pour agir? Parce que vous aviez dit tantôt que vous voyez le président, vous êtes proche du président de la République. Non, je ne dis pas que je voyais le président, je dis que je suis proche. J'ai toujours été proche. Vous avez toujours été proche du président de la République. Donc, c'est-à-dire que même c'est ça, vous pouvez transmettre l'information. On transmettra, on va transmettre le message acquis des droits pour que ces histoires des produits surgelés où nous avons des opérateurs économiques qui veulent créer des situations de monopole, qui est trop dangereux, ça doit absolument le plus vite cesser et le plus rapidement possible. Il faut que les décisions qui ont été prises par les gouvernements soient exécutées. On espère bien que ces décisions seront respectées, sinon la CAG a quand même alerté. Un autre dossier, où en êtes-vous aujourd'hui? Si vous permettez, madame. Rigobert. En un mot. En un mot. Je dirais simplement, vous savez, la situation de ce qui se passe pour le produit surgelé en appel à la mise rapide d'une véritable politique agricole dans notre pays. Sans de faux discours. La mise en place rapide. Très rapide. Très rapide. Le président, je crois, le gouvernement avait déjà annoncé, et c'est ce que je voulais dans le programme de mon parti. Ils ont lancé les fonds. Ils avaient annoncé le lancement d'un fonds, je crois, d'un fonds agricole ou la création d'une banque agricole. C'est déjà un premier pas. Il faut des mesures d'accompagnement. Mais j'insiste pour que nous ne soyons plus dépendants des produits surgelés. Quand vous savez, par définition, les produits surgelés, c'est quoi qui viennent des pays étrangers? Les produits surgelés, cela veut dire quoi? Nous surgelons parce que nous avons déjà atteint notre capacité alimentaire. Et le reste, on peut le vendre. On le surgèle et ça vient ici. Donc nous, il faut rapidement... C'est le reste là. C'est le reste. C'est le reste qui vous intéresse. C'est le reste qui nous intéresse. On ne peut pas être des consommateurs nets. C'est pourquoi, d'abord, je félicite le gouvernement pour avoir mis en route ces fonds agricoles et cette banque agricole. Mais il faut rapidement que le ministre de l'Agriculture nous sorte. Non, en attendant cela, on continue quand même à prendre les restes. Mais non. Les Congolais continuent quand même à consommer ces restes. Moi, je dis simplement, on ne peut pas vivre en autarcie.
Mais simplement, je dis que nous devons obtenir notre autosuffisance alimentaire. Historiquement parlant, vous devez savoir, la première politique commune au sein de l'Union européenne, qui était la communauté économique européenne, c'est ce qu'on a appelé la PAC, la politique agricole commune, parce que les Européens voulaient s'autosuffire alimentairement. Et c'était la liberté de l'Europe. Et nous, pour obtenir notre liberté, on doit satisfaire les besoins primaires. Manger. Comprenez donc, moi je pense que tous ces problèmes, c'est parce que jusque-là, la politique agricole nationale tarde à venir. Il faut que le gouvernement, comme ils l'ont promis, qu'il le mette. Tarde alors? Non, je dis que les Warriors a déjà fait le premier pas. Avec pour la première fois dans notre pays, avoir un fonds agricole, lancer une banque agricole, c'est déjà un grand pas. Sauf que maintenant, il faudra mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui viennent pour affamer la population en faisant la rétention de produits et pour que le prix augmente. Aujourd'hui, plus d'un Congolais affirme que ces personnes qui viennent pour affamer la population, la plupart sont de votre famille politique. Pas du tout. Pas du tout. Non, vous savez, moi je n'aime pas... Si j'entre dans des polémiques, on ne peut pas faire... Pas du tout. Prenez toutes ces grandes sociétés qui font des surgelés. Moi je ne les connais pas. Mais vous les connaissez. Mais je ne peux pas vous poser des questions. Mais si vous commencez à me citer moi 3 ou 4 sociétés de surgelés, vous verrez que notre... nous... Société appartenant peut-être aux anciennes personnes de l'ancien régime. Non, je n'ai pas dit ça. Ça c'est vous qui le dites. Moi je n'ai pas dit ça. Moi je n'ai pas dit ça. C'est vous qui le dites. Moi je ne parle pas de l'ancien régime. Simplement regardez, toutes ces sociétés qui ont des licences d'importation de produits surgelés, vous verrez que ce sont des sociétés qui sont nées avant que nous arrivions au pouvoir, 10 ans, 20 ans, certains ont 5 ans d'ancienneté, tout ça. Simplement, maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est colmater toutes ces brèches-là qu'ils ont laissées afin que les Congolais mangent. Merci beaucoup. Parlons d'une autre question dans cette rétrospective de la semaine. Vous avez suivi cet atelier de lutte contre la corruption lorsque l'UDPS, votre allié, vous alliez au parti au pouvoir, lorsque vous êtes arrivé à la magistrature suprême, lutte contre la corruption, un cheval de bataille pour ce régime. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Il faudra parler de l'UDPS. Où en est le pays? L'UDPS, ce n'est pas un parti État. Non, mais vous êtes au pouvoir. Non, vous êtes au pouvoir. Voilà, parce que vous parlez de l'UDPS. Non, je dis, lorsque vous êtes arrivé à la magistrature suprême, donc à la tête de la RDC. Vous savez, la corruption, c'est un mal qui gangrène ce pays. Tant qu'on n'arrivera pas, on ne trouvera pas le moyen de lutter efficacement contre la corruption, l'État aura du mal de se donner les moyens de sa politique. Il y a plusieurs études qui ont été faites que si le Congo arrivait par plusieurs mécanismes de réformes de l'État, les réformes des institutions et tout ça, à éradiquer la corruption, le budget congolais pourrait décoller jusqu'à plus de 80 milliards de dollars. Je dis bien jusqu'à plus de 80 milliards de dollars. Mais maintenant, il faut se donner les moyens. Je pense que le président de la République, dans un premier temps, s'est donné les moyens en nommant un conseiller spécial en charge de la lutte contre la corruption. Deuxième moyen, on s'est donné le moyen d'activer l'IGF. Car vous savez que jadis, l'IGF était, comme on dit, désactivé. Pratiquement désactivé. Nous avons activé l'IGF. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Vous avez activé l'IGF pour le règlement des comptes? Non. On en parlera. On en parle ici, un règlement des comptes. On en parle. On va évoluer. Répondez à ma question. Alors, non, moi je préfère parce que là, vous risquez de me... Non, mais c'est une question qui devait être posée. Je vais vous répondre. Alors, on a activé l'IGF. Quoi ça? On a activé l'IGF. Et troisièmement, ce qui est essentiel aujourd'hui, vous voyez que les recettes sont à hausse. Mais nous disons que ce n'est pas assez. C'est pas assez pour lutter efficacement. Et ça, nous le disons. Malgré ces résultats, on continue quand même à détourner. Hein.
Oui, mais tout justement, voilà, je vais vous dire pourquoi on continue toujours à détourner dans ces pays. Et ce qui est grave, parfois, les membres de votre parti sont cités. Si vous les connaissez, disons, à ma connaissance, je n'en connais pas. Mais si vous connaissez les membres... Mais vous ne pouvez que dire que vous ne les connaissez pas, parce que je n'en connais pas. Vous êtes dans la logique que les linges sales, c'est la compagnie. À ce jour, il n'y a aucun membre, en tout cas, aucun membre de l'IDPS ou allié de l'IDPS qui se retrouve en prison. À ce jour, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais parce qu'on parle d'un règlement de compte. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a que les membres qui sont ciblés, qui peuvent détourner, et non pas le membre, même pas un membre du pouvoir? Moi, je dis ceci. Vous êtes sain. Aujourd'hui, l'IGF, vous êtes sain. Je vais vous étonner. Aujourd'hui, l'IGF arrête des mauvais voleurs, ceux qui ne savent pas voler. Ah, les bons voleurs restent et ne sont pas vivants. J'y arrive. Pourquoi je dis ça? C'est la raison pour laquelle je dis il faut maintenant efficacement ce qu'on appelle la réforme de l'État, la modernisation de l'administration. C'est là où les gens volent. C'est là où on vole. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République avait parlé de la réforme administrative. Cette administration souffre de mauvais fonctionnement et d'une désorganisation qui permet aux gens de voler sans être pris. Il y a quelque chose qui me tombe dans ce pays. Est-ce que vous pourrez, vous, journalistes, mener une enquête, poser la question au DG de la DGI, M. Barnabé, qui travaille très bien, qu'ils vous disent simplement le nombre de contribuables susceptibles de payer l'impôt des personnes physiques. On ne connaît pas. Le nombre d'entreprises susceptibles de payer l'impôt des sociétés, on n'en connaît pas. Le nombre de personnes détenteurs de permis de conduire, on n'en connaît pas. Le nombre de véhicules détentrices de plaques d'immatriculation, on ne connaît pas. C'est anormal. C'est la raison pour laquelle le président de la République... Finalement, vous parlez de cette réforme-là, elle viendra quand? Mais elle a déjà commencé. Je pense que vous ferez une bonne émission avec le ministre de la fonction publique. Elle a déjà commencé, mais c'est pas comme on attendait. Madame, mais moi je comprends pas. Ah, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'un enfant qui est né... Et entre-temps, on continue à voler, l'argent continue à aller dans les poches. Mais attends, pendant plus de 20 ans, on a détourné de l'argent impunément. On savait qui volait, qui prenait l'argent, où partait l'argent. On a laissé faire. Et nous arrivons, ça fait même pas... On est en train de dire aussi qu'on même maintenant, on sait nous arrivons, qui prend, on met en place l'IGF. Et lorsque l'IGF arrête quelqu'un, règlement des comptes. Mais cette personne a vraiment volé. Elle a volé. Là où ça inquiète, pourquoi il n'y a que l'autre camp? Il n'y a que des personnes... Donnez-moi des exemples. Si vous me donnez des exemples, je ferai parvenir avec des preuves, je les ferai parvenir à qui de droit. Mais vous n'avez pas dit. On a parlé du détournement au ministère de la Santé. Et Teni Longondo a été arrêté. Il est où pour le moment? Lui, au moins, il a reçu une liberté provisoire. Ah, vous voyez. Il l'a obtenu. Donc, mais certaines personnes qui ont demandé cette liberté, parce qu'ils ne sont pas de votre parti, n'ont pas obtenu cette liberté. Comment peut-on expliquer ça? Il y a plusieurs personnes qui ont demandé la liberté provisoire. Vous savez... C'était dans les détournements. Vous savez, en général... Vous savez, en général... Je suis tentée de dire que c'était que de la mascarade, comme... les internautes le disent. Maintenant, vous me laissez parler. Allez-y, un mot seulement parce qu'on doit prendre vous dire, vous savez, il y a quelque chose de très grave dans ce pays. J'ai comme l'impression que c'est une question qui vous gêne. Ça me gêne pas. Mal à l'aise. Il y a quelque chose de très grave. Vous savez, ce que j'ai compris ici, chez beaucoup de gens, la personne qui vous fait souffrir, qui vous martyrise, une fois que cette personne est arrêtée, vous devenez fanatique de la même personne. C'est ce qui se passe dans ce pays. Les gens qui vous martyrisent, qui vous ont pillé, qui vous ont volé, une fois que la personne est arrêtée, chasse aux sorcières, ceci, cela et tout ça, il y a même des droits de l'homme qui sont... Moi, je ne comprends pas ces phénomènes-là. Tous ceux qui sont à Makala, ceux qui sont jugés, j'ai dit, de manière définitive, sauf exception, sont tous des gens, en tout cas, qui ont détourné l'argent de l'État. Vous comprenez? Alors, si demain, il y a des révisions de justice, parce que c'est pas vrai, c'est autre chose. Mais jusque-là, moi, tous les procès que j'ai suivis, les arguments que ces gens, que ce soit... Combien ont obtenu la liberté provisoire? Qui? Moi, je ne sais pas. L'ancien ministre de la Santé. Vous savez, l'état des droits, il y a
Merci à vous, dans un état de droit, le procédure judiciaire doit être respecté. Si les juges estiment que M. Etienne Longondo, pour le moment, les faits ne sont pas encore bien établis. Il n'y a que lui. Oh, mais attends. Merci Rigobert Kouta, madame, monsieur Prénom. Ce deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. Et on se retrouve juste après pour un autre débat. Des tirs d'armes légères et lourdes ont été entendus depuis 1 heure au sud de la ville de Bukavu, au niveau des Mangungu, de Major Vangu et sur la route qui mène à Pandi, dans une partie de la commune de Kadutu. Un groupe armé identifié comme des Mai Mai CPC 64 en provenance des Bunyakiri ont fait incursion pour tenter de libérer certains de ses membres emprisonnés. 36 rebelles ont été capturés par l'armée avec comme armes des CMG et AK. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Gwabi Djekasi, a tenu un point de presse ce mercredi 3 novembre suite à cette situation. Il a rassuré la population que la PNC et les FARDC ont le contrôle de la situation. Les éléments de force militaire et la police ont été déployés à la résidence du gouverneur autour du poste de commandement militaire, des installations de la RTNC Bukavu et sur les entrées principales de la ville. Les porte-parole de l'armée à Bukavu, le major Dieudonné Kasereka, indiquent que ces groupes ont tenté d'attaquer la base militaire située dans les quartiers industriels, l'ancien bureau de commandement militaire des FARDC à Bukavu et la station RTNC avant d'être repoussés par l'armée. Au regard de ces faits, le bureau urbain de la société civile, par son président Jackson Kalimba, suggère aux autorités de transférer d'urgence dans d'autres provinces tous les criminels qui sont dans la prison centrale de Bukavu. Signalant que bien que le calme soit revenu, les habitants ont préféré pour la plupart rester chez eux cet avant-midi. Pour rappel, divers groupes sévissent depuis plus de 25 ans dans la province frontalière du Rwanda et du Burundi, mais son chef-lieu Bukavu n'avait pas connu de telles attaques en pleine ville depuis des années. Quand nous venons ici, les gens pensent que nous sommes venus combattre quelqu'un. Nous ne sommes pas venus combattre quelqu'un. Ce travail que je fais ici, je l'ai fait au Lualaba. Ces émissions que nous présentons ici, je les ai présentées au Lualaba. Regardez, ces poteaux que vous voyez ici, c'est les poteaux en PVC. Oui. Il y a un peu de ciment dedans, plus les barres de fer d'environ 12 ou 14 cm. Je ne suis pas très bien assis dans la construction. 2 000 pour la ville d'écologie, 3 000 à l'intérieur. Donc 5 000 poteaux au total. Et la valeur de chaque poteau, comme ça, quand il va s'allumer, égale à 5 000 $ américains. Oh. Et le contrat est gagné par une société étrangère qu'on appelle Congo Invest. Donc, avant même que ce poteau reçoive la lumière des ampoules dans la nuit, oui, les poteaux sont tombés à Kolwezi. Ça veut dire que les 5 000 qui a été déboursé par la province du Lualaba pour juste ce poteau. C'est pas l'effet des accidents et tout ça? Ça, c'est la petite pluie. La petite pluie qui a écroulé le poteau. C'est de l'argent. Arrêtez d'exagérer un peu. La petite pluie a écroulé ce poteau de 5 000 $. Mais vous ne voyez pas, Jean-Pierre. Vous ne voyez pas que ces photos sont tombées? J'ai pris les photos pour montrer ici que ces photos sont tombées. Et quand vous allez ça, c'est dans le Lualaba? C'est dans la province du Lualaba. Ça, c'est sur l'avenue, la route Chargefort. Parce que moi, je connais les routes, je connais là-bas. Il y a les gens qui viennent ici qui parlent, ils ne connaissent même pas les routes. Cette photo, je l'ai prise au rond-point du 30 juin. Quand vous dépassez légèrement ces ronds-points-là, vous allez vers Kasulo. C'est là que j'ai pris cette photo. C'est un investissement qui ne profite pas à la province et même à la République. Pourquoi je dis à la République? Parce que l'argent du Lualaba a été bouffé pour ces projets par l'entreprise Invest Congo. J'ai encore avec moi les proformants. Parce qu'on a fait ce travail, quand on dit on fait un travail de fond, c'est un travail de fond. Avec des experts, des experts. Nous sommes allés dans une société de la place, une autre société cette fois-là, qui fait le même travail de construction des poteaux. Alors c'est quoi la vraie valeur? La vraie valeur de ce poteau, pour l'entreprise, tout le monde peut aller, connaître Dev à Kolwezi. Donc nous sommes allés dans cette entreprise, Dev Solaire, nous avons posé la question. Et tout est revenu à 1400 quelque chose de dollars. 1400?
Prorogation de l'état des sièges, ce projet de loi a été en seconde lecture adopté pour la 11e fois consécutive à la Chambre haute du Parlement. Tenue en visioconférence, cette plénière a connu l'intervention de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, accompagnée de la ministre des Relations avec le Parlement et celui de la Recherche scientifique, a présenté les différentes réalisations des forces armées congolaises engagées au front pour restaurer la paix dans ce coin du pays. Sur 89 sénateurs ayant pris part à cette plénière, 84 ont voté oui, 4 non et 1 abstention. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont pris part au vote. De ces 89 membres, 84 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non et 1 membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège. Par ailleurs, le président du Sénat, dans le cadre de la coopération économique avec la Belgique, a échangé avec l'administrateur général de la fiscalité de la Belgique, Philippe Jacqui. Ensuite, Modeste Batilukwebo a conféré avec la journaliste internationale belge, Colette Brackman. À savoir que s'ouvre ce vendredi 5 novembre, sous le haut patronage du président du Sénat, la Foire internationale des entrepreneurs, un cadre qui permettra d'échanger sur les opportunités d'investir en RDC. Cher coordonnateur adjoint des forces politiques alliées à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, vous venez de suivre dans la province du Lualaba des investissements qui ne profitent pas à la population, encore moins à la République démocratique du Congo. C'est ça le peuple d'abord. Vous savez, lorsque on avance des allégations, vous savez, moi je suis un homme politique. Personne n'a dit le contraire. Non, je suis une personnalité politique et même une personne tout d'abord. Lorsqu'il y a des accusations aussi graves telles que j'ai entendu là, il y a ce que nous appelons des voies de droit qu'il faut suivre. Je pense que s'il a toutes les preuves, qu'il a réuni toutes les preuves, premièrement, il y a les tribunaux qui existent où il peut faire valoir les droits de la province. La deuxième chose, c'est que je vis un appel aussi au renforcement de ce que moi je dirais les règles de passation de marché public. Mais l'IGF était dans ce coin du pays. L'IGF contrôle. L'IGF, généralement, c'est un contrôle a posteriori, après que les faits se soient passés. Vous comprenez? Dans cette parenthèse, parce que là on a vu dans cette parenthèse, j'ai dit très bien qu'il faut d'abord renforcer les règlements sur le marché public, particulièrement lors de la réception des biens. C'est là où les choses font défaut. Mais en même temps aussi, puisque vous parlez de l'IGF, il faut renforcer les contrôles de l'IGF et je dirais même de ce qu'on appelle la Cour des comptes. Il faut renforcer ces contrôles pour faire des contrôles a priori. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez passer un marché de X millions, il faut désormais avoir l'avis de l'IGF et l'avis de la Cour des comptes. Okay. Ça va plus ou moins éviter tous ces marchés de gré à gré, des marchés qui sont saucissonnés, ainsi de suite, tout ça. Pour ce qui se passe là-bas, je n'ai pas le dossier, je ne connais pas les faits, mais lui, comme tout autre Congolais, s'il estime que la province est en train de perdre, qu'il porte l'affaire devant la justice. C'est mieux. Rendons-nous un instant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé
en début de semaine, je peux le dire comme ça, dans la province du Sud Kivu, alors qu'une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons les provinces du Nord Kivu et la province de l'Ituri qui sont actuellement sous état de siège décrété par le président de la République pour restaurer la paix dans ce coin de la République démocratique du Congo. Comment justifiez-vous cette situation dans le Sud Kivu? Que la situation de l'état de siège? Pas l'état de siège, nous avons vu incursion, vous avez suivi. Ah oui, oui. C'est dans le Sud Kivu. Vous savez, d'abord j'aimerais dire ceci. J'ai nettement l'impression que nous les hommes politiques, même certains mandataires publics, parlementaires, nationaux, provinciaux, on n'aime pas ces pays. Comment ça? J'y arrive. On est souvent de mauvaise foi. Regarde-moi cette province-là. Depuis que... Vous voyez, je n'aime pas faire trop de comparaisons, mais là, je suis obligé de les dire. Allez-y. Depuis l'avènement de l'AFDEL, 98-97, jusqu'à ce jour, en passant par l'avènement de Joseph Kabila, je dirais plus de 20 ans, c'est une région qui connaît que des tueries. Moi, je vous dis, dans mon enfance, avant que je ne parte en Belgique, mais mon père était directeur général des contributions. Mais quand il allait au Kivu, il revenait. C'était le paradis. C'était la Suisse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Des tueries jusqu'à ce que le président Tshisekedi arrive. Et les tueries continuent. Et jusque-là, il n'y a personne. Parlementaire, national, provincial, ministre, personne, président des partis politiques, nous tous, personne ne propose une solution de sortie de crise. Personne ne propose une solution. Personne. L'état de siège n'est pas... Non, jusqu'à là, j'arrive, je vais personne ne propose. On tue les gens. Les gens font leur commerce. Vous êtes intéressé par la politique? Tous les gens par les affaires. Les affaires. Les affaires. Le président de la République arrive, il dit, pendant son discours de campagne, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? S'il faut que j'aille installer une balle, j'irai. Les gens ont crié, il ne partira pas. Il parlait trop, et puis après, il est parti. Il observe la situation. Il observe la situation. Il revient. On prend la décision, faire contre faire d'abord. Parce que si vous voulez aller négocier avec quelqu'un, madame, ne négociez jamais en position de faiblesse. Vous voyez ce qui se passe maintenant en Éthiopie. L'Érythrée aujourd'hui est en position de force. Et il avance maintenant devant les négociations. Il fallait que l'État règne partout. C'était le Far West des Amériques des années 18 là-bas. Il fallait remettre de l'ordre. Il n'y avait qu'une seule solution. L'état de siège. Et on ne vous a pas dit que dès qu'on met l'état de siège, les morts cessent. La France ne vous a pas dit, lorsque moi je vais faire l'opération Barkhane là-bas, je sais pas, au Tchad, au Mali et tout ça, dès que j'arrive, le terrorisme c'est terminé. Non. On vous a dit, c'est une des solutions. Première solution, solution militaire. Deuxième solution, réinsertion. Troisième solution, une fois le pays est pacifié... La population doit encore attendre pour voir des résultats. La population n'attend pas, il y a déjà des résultats. Mais on continue à tuer. Moi j'aime. Il y aura... On enregistre encore et toujours des morts. Qui tue? C'est l'armée congolaise. Les Congolais on n'a jamais connu... C'est pourquoi je dis simplement, quand on parle du Kivu, de l'Est du pays, il faut parler de manière sereine. Il faut être patriote. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les groupes armés étrangers qui sont là. Vous avez les groupes locaux, armés locaux. Les jeunes qui sont instrumentalisés. On a abandonné économiquement pendant plus de 20 ans toute cette partie du territoire. Vous avez oublié des politiques, certains politiques. Mais madame, je vous dis, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je vous dis, on dit qu'il y a des politiques qui sont là. Mais comme toujours,
il faut qu'on nous apporte des preuves. Parce que vous savez, la parole, quand vous dites la parole, on doit apporter des preuves. Mais je dis simplement, il y a beaucoup de complicité. L'état de siège, oui. Et cet état de siège, moi je conseille au président de la République que cet état de siège continue jusqu'à ce qu'on puisse éradiquer ce coin, c'est les élus, parce que l'état de siège je vais regarder à travers vous, je vais parler aux élus. Allez-y, parlez aux élus. À travers vous, je vais parler aux élus de l'Est, de ces coins-là, qu'ils arrêtent l'hypocrisie. Hypocrisie? J'ai dit qu'ils arrêtent avec leur hypocrisie. Ah bon? C'est un responsable politique qui vous dit ils doivent arrêter leur hypocrisie. Pendant plus de 20 ans, on assiste à des massacres à l'est du pays. Pendant plus de 20 ans, le pays tout entier consacre une bonne partie du budget pour l'Est. Pendant plus de 20 ans, on n'a pas vu les élus de l'Est proposer une solution. Et quand bien même ils disent qu'il faut arrêter, ils apportent aucune solution. S'ils veulent faire les affaires, ils veulent faire des affaires. Si ceux qui veulent faire les affaires, qu'ils fassent les affaires pas avec le sang des gens de l'Est. Vous comprenez? Moi, j'aimerais que les élus de l'Est viennent nous dire, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le Premier ministre, voilà la solution. Plus de 20 ans, aucune solution. On essaie cette solution, on essaie la réinsertion, on essaie le développement économique. On ne peut pas bâtir un développement économique tant qu'il y a l'insécurité. Et vous savez que l'insécurité est un des instruments de la politique économique. Pour ceux qui étudient l'économie. Donc, qu'on arrête avec des mensonges. Qu'on arrête avec des mensonges. Avec des mensonges. Là, vous vous adressez aux élus de ce coin. Moi, je m'adresse à tous ces fossoyeurs, ceux qui viennent dire des mensonges concernant l'Est. La première réponse, je ne dis pas que c'est... vous dites la vérité. Moi, j'ai dit, attends, madame, vous venez, vous dites arrêtez l'état de siège. Qu'est-ce que vous proposez comme solution que vous n'avez pas proposé pendant 20 ans? Vous voyez que c'est du blabla. C'est du blabla. On doit arrêter avec ça. Que moi, j'aimerais voir, pas tous les élus, parce que moi, je connais des amis qui sont élus de l'Est, qui soutiennent cet état de siège. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui sont pacifiés. Aujourd'hui, à l'Est, il y a des gens qui peuvent vaquer à leur population. À leur population? Il y a dans certains villages. Et je vais vous dire, vous savez, on ne se bat pas avec une armée conventionnelle. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça. On ne se bat pas avec une armée conventionnelle. Où on sait que telle armée là-bas, nous sommes ici. L'ennemi est partout. Il y a des complicités même avec les gens, les Congolais qui ont été instrumentalisés, payés, et pour cause peut-être manque de travail, et toute l'économie. Donc la tâche n'est pas facile pour le warrior. Pour un gouvernement, vous savez moi, pour un gouvernement, quelqu'un qui fait de la politique, il ne doit pas s'attendre à des tâches faciles. Autrement, aller faire autre chose. Devenir religieux, devient prêtre. Ah, vous pensez que religieux c'est facile? Alors, donc moi vous pensez qu'être religieux c'est facile? Si, c'est très facile parce que je l'ai expérimenté moi-même. Donc, je dis simplement que je félicite d'abord, je ne flatte pas, je félicite le gouvernement et les présidents de la République pour cet état de siège, à renforcer l'état de siège, à donner, madame, proroger même 100 fois. Vous savez qu'aux États-Unis, qui est le pays le plus démocratique, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Noirs, là j'ai oublié le nom, vous savez qu'il y avait un état de siège pendant une semaine, hein, ou un mois. Nous sommes aux États-Unis. On a décrété l'état de siège aux États-Unis. Alors regarde dans notre pays, où vous avez tous ces groupes armés, tous ces tireurs de ficelles, qui tuent, qui massacrent les enfants, qui violent les femmes, ainsi de suite, tout ça. Et vous avez voulu que le président de la République, que le gouvernement de Samalou Konde, que se mette ici, à Kinshasa, en train de pleurer. C'est ce qu'eux ils veulent. Moi, j'aimerais qu'ils nous donnent des solutions. Hein? Qu'ils nous donnent des solutions, comme le Congo a apporté des solutions à la COP26 et à Glasgow. Qu'ils nous donnent des solutions. Madame, Messieurs, prenons ce dossier. C'est le 3e pour la rétrospective de la semaine. Marche de Lamouka qui a été prévue pour le 6 novembre a été décalée. Et cette marche aura, sauf changement de dernière minute, le 13 novembre prochain, une marche du CALCC, si je ne me trompe pas. Madame, Messieurs, nous allons parler dans ce dossier.
notre compatriote, notre résistant, notre camarade Mwanamboka Tafe Kalala. Au retour de chez lui, il a été intercepté au niveau de la 10e rue Limete, tabassé, poignardé, sauvagement, jusqu'à s'évanouir. Nous avons décidé de lui rendre les hommages d'un véritable martyr de la démocratie. C'est un vaillant combattant tombé au front pour la démocratie. Les médecins qui l'ont reçu et qui ont établi un rapport médical qui atteste qu'il est mort de suite des coups et blessures reçus de la part d'une milice tribale politiquement organisée, bien identifiée à la hauteur de la 12e rue Limete. Nous espérons que les avocats de notre parti qui s'activent vont déposer une plainte pour que les enquêtes soient diligentées, les coupables soient rapidement identifiés, punis et doivent répondre de leurs actes. C'est aussi l'occasion pour interpeller les ministres des Finances, aider les chefs de l'État, accompagner les chefs de l'État, c'est poser des actes positifs partout où on est appelé à prester pour l'État, ou même là on n'a pas de responsabilité, mais faire respecter la loi. Les ministres des Finances agissent très mal et c'est en défaveur du bilan de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas normal que les gens se mettent à parler en mal de lui matin, midi, soir, alors qu'il y a moyen de désintéresser ces gens pour qu'ils n'en parlent plus. Depuis que le gouvernement Ilunga Kamba était tombé, ça fait, je ne sais pas, 6-7 mois, mais les gens, les personnes qui travaillent dans des cabinets ministériels ne sont pas payées jusqu'à ce jour, les indemnités des sorties. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Si lui considère ça comme étant des miettes, mais qu'il sache que pour ces intéressés, cet argent a une valeur inestimable. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça, parce que depuis qu'ils ont quitté les cabinets, ils n'ont rien à faire, alors ils veulent monter un business, un commerce avec cet argent. Il y en a qui sont malades, ils n'entendent que cet argent pour se faire soigner. Alors le fait d'avoir bloqué ça sans rien dire, sans excuse, sans rien, c'est pas normal. Ça c'est pousser les gens à murmurer, à détester les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Il y a des gens qui se lamentent ici pour ne pas aller même parler des réclamations des fonctionnaires et autres. Mais même des gens qui ont des droits comme des dettes intérieures. L'histoire des créances publiques. Je peux prendre l'exemple de Gabriel Mokia. Ça va faire combien de temps qu'il se lamente, qu'il se plaint, mais les ministres ne réagissent pas. C'est pas normal, c'est pas correct. Un droit reste un droit. Sous Kabila, qui était derrière son opposant, Mokia a été payé normalement. Mais pourquoi sous Tshisekedi, ça pose problème? Alors qu'en dehors du droit, c'est aussi un parmi les principaux alliés du chef de l'État. Le MDVC est désormais sur le chemin du non-retour comparativement à son combat pour le vrai changement en RDC. C'est dans cette optique que son comité directeur, qui a accompagné un nombre restreint de membres sous la conduite de Augustin Bissimois, numéro 2 du parti, a formalisé son adhésion au sein de la plateforme Comité laïque de coordination Emila Pro. Le mal est profond et les circonstances ne nous laissent pas d'autre choix des mots. Ayant marqué la réaction à chaud du secrétaire général du MDVC au sortir. Le MDVC a compris sincèrement que le mal est tellement profond et le MDVC a compris que la dictature qui est en train de prendre le terrain, n'est-ce pas, laisse à désirer et que donc aujourd'hui, le président de la République et le régime actuel ne nous donnent plus aucun choix que celui de nous liguer comme un seul homme contre cette façon de faire. Au stade actuel, nous pensons que la manière de gérer le pays de ces régimes ici ne nous donne plus de choix. Et donc on n'a plus besoin de voir qui est qui. Tout le monde qui acceptera
que le changement est évident. En tout cas, pour nous, il est le bienvenu. Nous nous battons tous contre, n'est-ce pas, cette façon de politiser l'institution d'appui à la démocratie. Nous avons créé ces partis politiques parce qu'on croyait apporter le vrai changement dans le pays, mais on se rend compte que les mécanismes qui sont mis en place, avec cette façon de mettre la CENI d'une manière là cavalière, il s'agit là d'un lit, n'est-ce pas, de préparation des fraudes. Et nous pensons que cette façon ne nous permettra pas d'accéder au pouvoir si nous n'avons pas une institution d'appui à la démocratie qui est issue d'un consensus. Un des responsables de cette plateforme, Jean Bosco, salue cette nouvelle adhésion, l'occasion pour lui d'estimer qu'il est temps d'agir. Les alliés amènent ils amènent leurs militants, ils amènent leur expertise, ils amènent leur capacité. Donc nous mutualisons tout ce que nous avons pour que nous puissions avoir que des causes. On a fait confiance à l'État, on a fait confiance au pouvoir, au régime à place, mais on se rend compte que nous avons été trompés copieusement. La MDVC est créée par Joseph Justin Modekeriza et Seba pour la construction des nouveaux hommes pour un nouveau Congo. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, bien sûr, agit très mal. Ce sont les propos que nous avons suivis dans cet élément. Comment réagissez-vous à ces propos? Non, moi je pense que si c'est un droit, j'exhorte le ministre des Finances à débloquer la situation. Si c'est un droit. S'ils ont droit à leurs indemnités de sortie, si c'est un droit, je pense que... Et là où ça inquiète, il ne dit rien, il ne répond pas, le silence. Mais qui continue à faire les forcing, il va répondre. Je connais bien Nicolas Kazadi, c'est un monsieur et puis de très bonne volonté. Et je pense que le dossier va être débloqué. Ça, c'est un membre de l'Union Sacrée qui défend un autre membre. Non, c'est pas un membre, c'est un droit. C'est un droit, il doit s'exécuter. Tu parles tout doucement parce qu'il s'agit d'un membre de cette plateforme. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est leur droit. Et étant donné que nous prenons un état des droits, les droits sociaux, les droits aux indemnités, au salaire plutôt, font partie du droit. Même un autre membre de l'Union Sacrée, Gabriel Mouké, est aussi victime. Ah non, là on parle de problèmes personnels. Je pense que mon frère Mokia, si il estime qu'il n'est pas satisfait pour certains problèmes, il connaît chez qui il peut frapper. Donc je pense pas, il est comme tout Congolais. Si il a droit à ça, on doit lui rendre ces droits-là. Une marche est prévue le 13 novembre, mais là où il y a lieu de se poser la question, 13 novembre, les forces politiques alliées à l'UDPS ont également une autre manifestation. Le 13 novembre, il y a des structures qui seront dans les rues pour dire non à la Commission électorale nationale indépendante. Comment expliquer? Est-ce qu'une coïncidence ou la marche, vous parlez de la marche de la Mouka, c'est aujourd'hui, non? Le 6? Le 13. Ah, ils ont reporté. Le 13. Ah, c'est le 13 maintenant. Le 13, donc l'opposition en appui au CALCC et la pro, donc ils seront dans la rue. Non, franchement, pour moi... Le bloc, vous avez quand même entendu parler du bloc? Oui, mais attends, du bloc, mais moi c'est la marche. On sait que la marche, nous sommes voisins. Le siège des FPI est voisin au siège de ce qui est la Mouka, ici de Martin. Donc pour nous, la marche c'est le 6. Nous avons notre grand rassemblement, notre siège, c'est le 13. C'est devant notre siège, c'est pas une marche. Vous comprenez? Bon, alors là, vous m'apprenez, là, sur le plateau... Mais pourquoi avoir choisi seulement le 13? Attends, non, c'est depuis plus d'un mois que... c'est depuis plus d'un mois que ça passe... Vous préparez cette activité. Oui, depuis plus de mois que ça passe sur les chaînes passantes de plusieurs télévisions. D'ailleurs, vous m'étonnez, moi, je ne savais pas que la Mouka avait... changer de date de sa manifestation, donc je la prends sur votre plateau. Ok, donc oui. vous voulez dire qu'il y a un camp qui a suivi l'autre? Non, il n'y a pas question de suivre. Pour les marches, on ne fait pas une concurrence. Nous on ne fait pas on n'est pas dans une marche. Nous sommes dans un rassemblement. Vous êtes dans un rassemblement, mais c'est pas vous voulez faire ça pour attirer un grand nombre de personnes vers vous et n'est pas pour les empêcher d'aller marcher. Parce que une marche dans les rues, on a toujours besoin de la population. Une marche. Lorsqu'il y a un rassemblement devant notre siège qui ne concerne que le parti politique, association, membre de l'Union Sacrée, comment voulez-vous qu'on attire les gens?
Si cela concernait toutes les forces vives de la nation, qu'on appelait tout le monde, comme nous avons fait lors de l'arrivée du président, ça c'est autre chose. Nous, notre marche, notre rassemblement, notre manifestation, la journée patriotique, c'est le 13. On l'avait prévu depuis belle lurette. Et si vous regardez les bandes passantes des différentes chaînes de télévision, vous verrez que depuis très longtemps, cela a été prévu. C'est devant les sièges des FPAI, sur le boulevard Triomphal. Ce sont les responsables, les présidents et les cadres des partis politiques membres et de l'Union Sacrée, plus les associations et les personnalités. Donc ceux qui disent que l'Union Sacrée, la nation est dans les anciennes pratiques, comme c'était lorsque l'opposition projette une marche, oui, et que le pouvoir aussi projetait à la même date une marche, donc ceux qui disent ça, sont dans le faux. Non, ils sont dans le faux. Non, par exemple. Et puis de toute façon, c'est pas nous qui sommes juges. Je crois que c'est le gouverneur de la ville. Hein. Ce sont les autorités qui sont juges de ça. Nous, on se plie. C'est l'état du droit. Si maintenant, imaginez-vous que demain, que la ville nous dise, en fait, parce qu'on n'a même pas besoin d'autorisation, parce que nous sommes devant les sièges du FPI. Si on nous dit non, pour telle ou telle raison, il faudra que, on va s'exécuter. Mais franchement, merci que vous venez de me le dire. Moi, je ne savais pas que la marche de nos amis était reportée pour le 13. Ça, je ne le savais pas. Ok. Ils seront dans les rues de la capitale congolaise pour dire non à la Commission électorale nationale indépendante. Quelles sont les garanties que vous donnez aujourd'hui, donc les garanties de neutralité de la Commission électorale nationale indépendante? Attends, là vous me posez une question piège. Comment ça, piège? C'est une question. Parce que les autres sont dans la rue. Je vais vous dire ici. Déjà, ils ne font pas confiance aux confessions religieuses qui sont censées être nos brebis, nous qui sont censés être nos bergers pour aller au ciel. Vous comprenez? Ils ne font pas confiance à ces gens-là. Maintenant, vous venez me dire à moi, qui suis proche du président de la République, de leur donner des garanties. Non. Ils ne vont pas. Jamais. C'est une question piège. Oui, mais non. Quelle garantie que je peux leur donner? Ils ne vont jamais accepter ça. Hein? Bien que la CENI telle qu'elle est composée aujourd'hui, État politique, il y a toutes les garanties avec Kadima, mais ils ne vont jamais l'accepter. Surtout venant de moi. Ils ne vont jamais l'accepter. Ils ne vont jamais l'accepter. Toutes les garanties sont là. Toutes les garanties sont là. Kadima a été élu en présence de toutes les confessions religieuses. Même de ma confession religieuse, l'église catholique. Je suis catholique moi-même, croyant. Vous comprenez? Je prie à Don Bosco. Okay. Hein, je vais à la confession. Donc même ma confession religieuse a été présente lors du vote de Kadima, de cet expert apolitique, intègre, neutre. Intègre, neutre. Neutre. Donc tout ça, voilà, sont des qualités. Vous êtes sûr? Alors qu'on parle qu'il est proche du parti au pouvoir? Vous savez, dans ces pays ici, généralement, vous savez, quand on passe comme ça, des émissions comme ça, il y a une fois, j'ai passé une émission, et puis il y a un ami qui dit, qui s'adresse à moi, il dit aux journalistes, monsieur Kouta, c'est un voleur, un grand voleur. Et puis on coupe l'émission, sans preuve. Vous comprenez? Il n'a pas apporté de preuves. Il dit, c'est un voleur. Et en dehors de l'émission, je dis, mon frère, moi je suis bon, donnez-moi les preuves que je suis voleur. Rien, aucune preuve. C'est la même chose pour Kadima. On crie, on a des preuves qu'il avait pris telle photo à tel endroit avec ce que dit le père, avec le président de la République, avec XZ. Mais quand on demande, ce sont des preuves, comme par hasard, il n'y a pas. Donc, la SENCO aujourd'hui divise les catholiques. Nous voyons dans certaines provinces, particulièrement dans le Kasaï, il y a eu même un communiqué où il y a une activité prévue pour soutenir la commission électorale indépendante, donc une activité de soutien. Mais ils sont aussi dans la SENCO. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on aller vers la suppression de la commission électorale nationale indépendante? Parce que nous savons que nous n'arriverons pas à mettre ensemble les confessions religieuses, surtout membres de la plateforme, dès lors qu'aujourd'hui, il y a même l'église du Christ au Congo qui a dit qu'elle s'est retirée et retiré sa confiance, si je reste sur le mot, des 6 confessions religieuses. Doit-on aller vers la suppression de la CENI? Vous savez, s'il y a un schisme au niveau des églises chrétiennes, il y a un schisme, hein? On est parti de l'église catholique, orthodoxe, catholique, protestant. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente.
C'est normal qu'il y ait des différents courants, qu'il n'y ait pas toujours consensus. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus faire pour s'entendre des cultes écuméniques, où ils peuvent tous se mettre ensemble. C'est ça, je crois que le lieu où toutes les confessions religieuses sont venues se mettre pour voter pour le futur président de la CENI. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire les choses à la hâte. Il ne faut pas prendre de décisions, il faut supprimer ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voyons d'abord ce qui va se passer avec Kadima, comment ces élections vont se préparer, mais en attendant qu'on réfléchisse un peu mieux, comment est-ce qu'on pourra désormais mettre en place une loi qui sera acceptée par tout le monde. D'abord, c'est très difficile pour que ça soit accepté par tout le monde, afin de pouvoir élire un président de la CENI. Mais on doit continuer pour le moment, on ne peut pas commencer à bousculer comme ça la hâte, changer des choses, on risque de faire beaucoup d'erreurs. On parle de la dictature. Quelle dictature? Non, ça c'est affaire les vaches. Il faut être très sérieux. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui... Non, il faut être très sérieux. Vous voulez faire passer une personne de force. Dites-moi, vous savez, quand on prononce des concepts, dictature, totalitarisme, tyrannie, tout ça, il faut que les gens comprennent. Hein. Parce que même l'étranger est en train de rire. Vous savez qu'aujourd'hui, vous partez dans n'importe quel pays au monde pour demander l'asile politique, on vous fait retourner. On vous dit non. Vous êtes Congolais, pas question. Dans n'importe quel pays au monde, même le pays les plus... non, je ne vais pas citer les pays ici. Même le pays, je dirais, tyrannique. On vous dit, les Congo, c'est un état de droit. Vous rentrez. Évidemment, nous les hommes politiques, on est très emphatiques. On aime trop dire des choses. La dictature, le totalitarisme, ça c'est des discours destinés pour la consommation du public. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire en termes de droit. En termes de droit, il y a des choses qu'il faut faire. C'est pourquoi je lance un appel au ministre de la Justice pour que certaines choses soient le plus rapidement réparées. Mais on ne peut pas parler de la dictature. Ça c'est un discours, je dirais, populiste. Allez-vous suivre le mot d'ordre de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui avait promis de répondre par une autre marche 48 heures après? Vous savez, hier, quelqu'un me demandait, mais président, mais finalement, quelle démarche? Mais ce n'est pas le rôle des partis politiques. Moi, je dis si. Le parti politique a plusieurs rôles, fonctions. Il propose des projets pour la société, qualité de vie, en termes économiques, comment développer le pays. Il est dans ces rôles-là. Mais la visibilité d'un parti politique, c'est à travers quoi? C'est à travers sa capacité de mobiliser. Vous comprenez? Donc si dans cet état de droit, demain, mon frère, le secrétaire général Augustin Kabouya, décide de faire une démonstration de force, mais tant mieux. Parce que vous savez, nous, à l'époque, quand on était dans l'opposition, vous sortez, vous faites une marche avec 10 personnes, toutes les radios du monde. Toutes les radios du monde, je ne vais pas les citer ici. Ah ben écoutez, l'opposition, ben c'est fini. Vous allez dans toutes les chancelleries, vous dites non, écoutez, là vous êtes fatigué, on laisse monsieur continuer. Mais nous ici, nous allons démontrer, si les faits se sont droits, l'IDPS a les droits de montrer aux face du monde, surtout à la population, que je compte encore. Comme les autres aussi le font, ils veulent bomber les muscles pour faire peur aux gens. Non, ils sont aussi dans le droit de les faire réclamer. Ils sont dans les droits. Ils sont dans les droits. Vous savez, moi j'aime bien... votre CENI. Non. Vous savez, moi j'aime bien une grande politicologue polonais, Rosa de Luxembourg. Il avait dit, la liberté, ce n'est pas seulement la liberté de la majorité. La liberté, c'est la liberté de celui qui pense autrement. Vous pouvez être à 1 million, vous pensez comme vous voulez. Je suis seul, je pense pas comme vous. C'est ça la liberté. Et cette liberté-là, Étienne Tshisekedi nous l'a inculqué. Il a inculqué au président, l'actuel président de la République, il a inculqué à tout le monde. Quiconque ira contre cet état de droit, contre cette liberté, même si c'est mon adversaire politique, je vais protéger cet adversaire politique. C'est comme ça qu'on laisse la Mouka marche. C'est comme ça qu'on laissera Martin avec ses amis, avec mon ami et frère, le professeur Kissa, celui qui était là tout à l'heure, là, on va les laisser marcher. C'est ça la démocratie. Et la beauté de cette démocratie, dans notre pays, on commence à la vivre. Place au dernier dossier de cette rétrospective de la semaine.
Après les succès diplomatiques au G20 à Rome et la COP26 en Écosse, Félix Tshisekedi regagne Kinshasa. Députés et sénateurs et quelques membres du gouvernement ont fait les déplacements de l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Un accueil controversé dans les réseaux sociaux, mais pour Lambert Mende, cela est justifié. C'est une expression démocratique. Je n'ai jamais compris parce que je lis dans les réseaux sociaux qu'on nous interpelle d'être venus ici, nous les députés, pour venir accueillir le leader de notre famille politique. Mais je me demande à qui nous devions demander la permission de venir un jour off à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de plénière pour exercer une activité politique qui est une activité théoriquement privée. Je pouvais aller à ma ferme, je pouvais aller à la bibliothèque. Alors, si je suis venu à l'aéroport accueillir le chef de ma composante politique, à qui devais-je demander la permission dans une république démocratique? Il faut qu'on sache de quoi on parle. L'accueil était chaleureux. Félix Tshisekedi a même fait les pieds, parcourant une bonne distance pour communier avec sa population. Le cortège présidentiel était obligé de ralentir pour permettre aux Kinois, amassés le long du boulevard Lumumba, de saluer le chef de l'État. Le chef de l'État a regagné donc la capitale, mais sa population veut le voir améliorer ses conditions de vie. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. C'est le récent voyage du chef de l'État en Italie au G20 qui a fait grand bruit. À travers ces photos du chef de l'État avec le président américain, le débat était houleux dans les réseaux sociaux. Certains sont même parvenus à se demander pourquoi tant de voyages. Cette question est une preuve que les Congolais étaient habitués de voir l'ancien président de la République n'est pas beaucoup voyagé. Joseph Kabila avait coupé la RDC du reste du monde. Même quand il était invité à des grands forums internationaux, il se faisait représenter par ses collaborateurs. Les Congolais
en avait malheureusement fait la norme. Aujourd'hui, voir Félix Tshisekedi voyager casse les mauvaises habitudes des Congolais. Pourtant, les retombées de multiples voyages du chef de l'État à l'étranger sont indéniables. La RDC a repris sa place dans les concerts des nations. La RDC fait désormais entendre sa voix au sein des organisations régionales, sous-régionales et internationales. C'est au plus haut niveau que la RDC se fait représenter partout. Félix Tshisekedi est même devenu la grande vedette pour tous les chefs d'État du monde. En termes d'investissement, la RDC a gagné les cœurs des investisseurs étrangers et à la COP26, la RDC a gagné une enveloppe en récompense du travail d'atténuation qu'abat la forêt congolaise. Les Congolais ne devraient donc pas considérer les voyages du chef de l'État comme une perte du temps. Le seul problème est que la communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est déficitaire. Elle n'arrive pas à faire voir aux Congolais l'importance des différents déplacements du chef de l'État à l'étranger. Rigobert Koutard, quel sens donner à l'accueil réservé au président de la République lorsqu'il a regagné la capitale congolaise? Oui, je pense que, vous savez, c'est une très grande joie. Ça m'a rappelé mon enfance à l'époque, lorsque Mobutu revenait des grands voyages, particulièrement après son discours aux Nations Unies, nous étions en train de les suivre partout. C'était une foule immense, c'était l'époque du Grand Zaïre. Et avec cet accueil réservé au président de la République, je retrouve petit à petit ces grands Zaïre, ces grands Congo qui étaient respectés, ces grands présidents de la République qui étaient respectés par tout le monde. Et je pense que compte tenu des résultats, de tous les résultats que notre président a obtenus à l'extérieur, sur le plan diplomatique. Quel résultat? J'y arriverai, je vous cite les différents secteurs, et je vous dirai quels sont ces différents résultats. Sur le plan économique, sur le plan de l'environnement, sur le plan sécuritaire et tout ça. Vous voyez, tout ça, petit à petit, les gens commencent à comprendre que la politique ne se fait pas dans des chambres, ça ne se fait pas à coup comme on disait tout à l'heure, lorsque vous parlez des chambres, Diallo? On a vu dans ce pays, hein, moi souvent ma grand-mère me posait la question, ma mère plutôt me posait la question avant sa mort, il attendait toujours situation macroéconomique, situation ici, il me disait papa, mais il y a le banni macroéconomique en gros, parce que on ne voit rien. Chaque fois on parlait que des chiffres, on parlait de ceci, mais la population ne voyait pas clair. Les Congo n'étaient pas respectés à l'étranger. Le Congo était incapable de payer ses cotisations au niveau des institutions internationales. Mais aujourd'hui, la population ne voit toujours pas clair. Oui, mais non, la population est en train de voir clair petit à petit. C'est vrai que cette population a été tenue comme des malheureux pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle veut bouffer trop vite. Mais clairement, on voit déjà avec la gratuité scolaire. Certainement, vous allez essayer de critiquer. Vous allez essayer de critiquer cela. Aujourd'hui, on essaie de stabiliser l'Est avec la coopération internationale. Il y a beaucoup de pays qui viennent pour nous aider à stabiliser l'Est. Et le président de la République dit d'abord, c'est d'abord l'armée congolaise. Vous venez en appui. Sur le plan diplomatique, sur le plan de l'environnement, vous avez vu que contrairement à ce qui se passait, parce que nous sommes le deuxième poumon écologique du monde, contrairement à ce qui se passait, ce sont les autres qui parlaient du Congo. Vous savez, un jour, mon ami, pour mon professeur des droits administratifs, il m'a dit, mais Rigobert, vous savez qu'à l'Union européenne, là aujourd'hui, il y a une conférence sur les Congo. Mais ce qui est malheureux, ce n'est pas des Congolais qui font cette conférence sur vos forêts. Je lui dis, mais monsieur le professeur Baladier, c'est qui? Vous savez, c'était qui? C'était des Sénégalais qui parlaient des forêts congolaises. Vous comprenez? Et aujourd'hui, au moins, grâce aux multiples efforts du président de la République, nous démontrons aux Occidentaux, au monde entier plutôt, pas au monde entier, que nous sommes la solution
pour lutter contre les dérèglements climatiques. Voilà, c'est bien ce que vous avez étalé ici comme résultat de ces multiples. Ils sont nombreux. Là, j'étais très modeste. Là, j'étais très modeste. Était-il vraiment nécessaire de mobiliser autant de personnes alors que lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, le disait, semblait-il dire, donc au lendemain de son accession à la tête du président de la République, il n'était pas vraiment pour cette pratique, au fait. La pratique de... Oui, c'est que vous avez fait mobiliser autant de personnes pour aller l'accueillir. Il avait dit, il semblait critiquer. Attendez. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de mobiliser? Attendez. D'abord, je vais vous dire que... avec tout ce qu'il y a comme problème actuellement... Non, mais le problème, vous pensez que les problèmes du Congo vont se résoudre d'ici 5 ans. Non, on y va step by step. Mais le fait que la population, de manière spontanée, les partis politiques membres de l'Union sacrée, l'UDPS, nous tous, nous avons compris que le président a besoin d'encouragement par rapport à tout ce que... Si, toute personne a besoin d'encouragement. Parce que c'est une personne humaine. Il y a des fois où il est quelque part, il est assis, il me dit, il s'est dit, mais bref... Et fait tout ce que j'ai fait ici, tous les voyages que j'effectue, est-ce que vraiment la population est pour? Il fallait dire, c'était un message à lancer au président de la République. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez vu vous-même, ce qui est encore plus extraordinaire. On a mobilisé, le président est arrivé, je crois, les 4. C'était les 4, si je ne me trompe pas. Hein. C'était avant, il arrive les 4. Vous savez, on a mobilisé les gens. Je crois que c'était le 2 ou le 3, la veille. La veille. Est-ce que vous avez... L'UDPS, c'est un parti au pouvoir. Est-ce que vous avez vu le communiqué à la RTNC Flash? Flash, rien du tout. Rien du tout. De manière spontanée, les gens sont allés dire merci, monsieur le président. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour avoir fait retrouver au Congo sa dignité. Merci, maintenant nous sommes respectés sur la scène internationale. Merci pour votre diplomatie. Respecter, là vous êtes en train de dire respecter, oui, merci, oui. Alors que de l'autre côté on l'appelle l'oiseau voyageur. Ouais, mais ça, le président de la République qu'on appelle l'oiseau voyageur. Vous savez, les oiseaux voyageurs, souvent quand ils voyagent, ils vous annoncent quelque chose. Lorsqu'ils quittent l'Afrique pour aller en Europe, ils disent aux Africains, lorsqu'ils quittent l'Europe pour aller en Afrique, ils annoncent un message. Ils disent qu'il va y avoir l'hiver. Commencez à vous préparer. Donc lorsque le président, appelez l'oiseau voyageur comme vous voulez. On l'appelle comme ça. Comme vous voulez. Traitez-le de tous les noms que vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats. Ok, mais qu'est-ce que la population congolaise devra donc retenir c'est que la population, de la diplomatie dite agissante. C'est que la population congolaise doit retenir d'abord. Il faut des cas concrets. Parce que quand vous parlez de la diplomatie, la maman qui est dans les bassins du Congo là-bas, dans les villages de la vice-première ministre F. Bazaïba, ne va rien comprendre. Mais quand vous dites à cette maman-là, vous savez désormais, vous n'allez plus couper du bois comme vous le coupez avant. Vous n'allez plus couper des agrumes comme vous le coupez avant. Vous n'allez plus brûler les forêts. Et non, comment la ressentir dans le social? J'y arrive. Excusez-moi. J'y arrive. Lorsque vous dites à cette maman-là, vous n'allez plus couper du bois. Et en contrepartie, grâce au président de la République, vous avez obtenu 500 millions de dollars. Ça représente quoi par rapport à ce que les autres ont eu? Non, ne faites pas de mauvaises comparaisons. Ça, ce sont des ce sont les questions que les Congolais se posent. Tout justement, les Congolais se posent, les autres... Vous avez quand même suivi un débat autour de ce montant. Tout justement, autour de ce montant. Ce sont des gens qui veulent mélanger les cacahuètes avec le maïs. Je vous dis simplement, vous avez été absent pendant plus de 20 ans ou de 30 ans sur la scène internationale. Comment ça absent alors que les pays étaient dirigés? Ouais, mais attends, ça, moi, les bilans des autres, je n'en parle pas. Moi, je parle de... il ne faut pas dire absent parce que la RDC est toujours... Non, on a été absent. Si le président ne pouvait pas y aller, il y avait toujours quelqu'un qui répondait. Vous savez, lorsque moi je vais m'engager avec votre pays, il faudrait que la bonne personne soit là. C'est comme aujourd'hui, lorsque le numéro 1 des forces politiques alliées à l'Union pour la démocratie et pour le social n'est pas là, vous pouvez le représenter. Donc la voix est toujours prise en compte. Il y a ces situations-là, ces genres de conférences où on veut voir les responsables numéro 1. Mais alors vous dites que
ils ont obtenu plus, on a obtenu moins. Si lorsque pendant plusieurs années, vous avez été absent de toutes les scènes internationales, même les discussions où on discutait sur votre pays, où il fallait donner de l'argent, on ne trouvait personne, c'est aux ONG qu'on donnait ça. On dit non, on donne ça aux ONG, maintenant là c'est fini. Alors je reviens sur l'histoire des 500 millions qu'on donne. En un mot, hein, en un mot, nous sommes pratiquement à la fin. C'est les 500 millions qu'on donne à ces mamans des bassins du Congo, qui est là-bas à l'Équateur, qui est là-bas à Kisangani, tout ça. Pour 500 millions, en contrepartie, ne peut pas le voir. Mais voilà comment est-ce qu'on va améliorer votre soin de santé, vos soins de santé, sur le plan économique, sur le plan scolaire pour les enfants et tout ça. On va aller mollo, step by step, et vous verrez que plus tard, dans quelques mois... Vous venez de parler du plan scolaire. Comment aujourd'hui l'Union Sacrée de la Nation fait pour ne pas ressentir le mécontentement des enseignants, pour ne pas constater le ras-le-bol des agents de la sécurité, mais aussi la population vis-à-vis à ces textes. Voilà encore la mauvaise foi, la mauvaise volonté de tous ces gens-là. Regarde, tous ceux qui ont plus de 50 ans, nous avons tous bénéficié. Nous avons tous bénéficié de la gratuité scolaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous allez voir beaucoup d'enfants qui viennent des villages, des provinces, qui sont juste des grandes personnalités. On dit que quinoa, la bango, la bango. À cette époque-là, c'était la gratuité partout. Partout, la gratuité partout. Il n'y avait pas de gons, il n'y avait qu'un seul gon. Donc la gratuité était partout. On a tous bénéficié de cette gratuité. Vous comprenez? Et puis, quelque part, tout a été chamboulé. Il n'y avait plus de gratuité. Maintenant, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a la constitution qui est là. Moi, j'ai étudié gratuitement. Vous aussi, vous devez étudier gratuitement. Moi, j'allais à l'école officielle. Mais il faut mettre les enseignants dans les bonnes conditions. Moi, j'allais à l'école officielle de Limité. J'étudiais à l'école officielle de Limité, qui était une des meilleures écoles, avec les deux enfants de notre domestique, dans les bus scolaires. Tout était gratuit pour tout le monde. C'est comme ça que partout, oui, partout, c'est comme ça que vous voyez que partout au Congo, à l'époque, tous les enfants, des villages, des enfants de pauvres, on allait tous à l'école parce qu'il y avait la gratuité. Il y a eu la mégestion de l'État congolais qui n'était plus capable, avec la complicité des Fonds monétaires internationaux, on n'était plus capable de payer les instituteurs. Vous comprenez? Et maintenant, le président de la République a dit, il faut l'égalité, il faut que nous revenions à la gratuité. Moi, j'étais à l'école Macaire. J'étais à l'école Macaire quand la gratuité a commencé. J'ai dit au directeur, comment ça se passe? Il m'a dit, dites au président, merci. L'école Macaire, avant la gratuité, l'école Macaire, avant la gratuité, à Yolo, il n'y avait aucun élève. Les élèves ne venaient plus. Parce qu'ils devaient payer. Les parents ne pouvaient pas envoyer les élèves. Depuis la gratuité, voilà, maintenant j'y travaille. Les élèves sont là. Mais que ces enseignants qui sont aujourd'hui en grève? Ce sont les enseignants qui sont en grève, et à vous, vous devez bien expliquer. Les enseignants qui sont en grève, la plupart, ce sont les enseignants des écoles conventionnées catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'avec la gratuité, leur salaire a baissé. Mais le salaire n'a pas baissé. Ça, c'est faux et archi faux. Les salaires vous payent le même barème pour toutes les écoles. Ils vous disent, mon barème est ça pour toutes les écoles. Ils veulent être supérieurs aux autres. Ils veulent être supérieurs aux autres. Donc, il n'y a pas d'égalité. Donc, il faut bien expliquer que c'est le même barème partout. Et la taxe RAM? Comment est-ce que vous allez rembourser mes crédits? La taxe RAM, je dis que la population congolaise. La taxe RAM, je crois qu'il est aux études, attendant la décision du gouvernement. En ce qui concerne la taxe, vous allez quand même restituer les crédits. Non, je dis en ce qui concerne la taxe RAM, au sein de l'Union Sacrée, au sein des forces politiques alliées à l'IDPS, il y avait des gens, une majorité qui s'était exprimée pour dire qu'on devait la supprimer. Ou si ne pas la supprimer, trouver des modalités pratiques pour la perception. Moi, je paye ma taxe RAM en Belgique, mais je ne le sens pas. À l'époque, je paye ma taxe RAM, je ne le sens pas. On me prend 2 secondes par appel. On me prend 2 secondes de taxe RAM par appel. Vous comprenez? On ne le sent pas. On trouve des modalités pratiques pour pouvoir soit la supprimer, soit le faire payer autrement. Donc moi, je dis, je vais rebondir sur la gratuité. La gratuité, l'État paye tous les enseignants au même barème. Les écoles qui ne veulent pas, qui disent que non, on est mal payé. Robert Kouta, c'est fini pour ce rendez-vous. Oui. Quand est-ce que les Congolais vont ressentir le résultat de la diplomatie du président de la République dans le social? Oui, dans le social. Je pense que le social ne dépend pas de la diplomatie. Vous comprenez? Le social dépend de la feuille de route que le gouvernement Samba Lukonde nous a montré.
Il nous a fait rire. Vous comprenez? Alors là, moi, je presse, je comprends. Vos relations avec Ensemble pour la République? Ensemble, ils sont dans la majorité. Est-ce que Moïse Katumbi vous a dit qu'il a quitté la majorité? Il n'a pas dit ça. Il est dans la majorité jusqu'à preuve du contraire. Vous avez oublié de dire quelque chose à la population? Oui. C'est la fin. Non, moi j'ai dit simplement à la population, je sais que vous souhaitez, et c'est notre souhait pour nous tous, l'amélioration de la situation économique. Les gouvernements de la République s'attellent à cela et nous lançons un appel au Premier ministre et au gouvernement qui doit gérer au quotidien d'aller très vite pour améliorer tant soit que peu la situation sociale et la situation économique du pays. Madame, Messieurs, ainsi prend fin ce rendez-vous de cette semaine. Merci de votre attention, surtout merci de toujours nous contacter. Envoyez vos réactions, vos préoccupations, nous sommes là pour vous. Et surtout merci à notre invité Rigobert Kouta, qui est coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales alliées au parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Mais il est également président national du parti des réformes dans la société par réseau. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Info 7, votre magazine. Info 7, le magazine de Congo Web Télévision. Info 7, notre magazine. Madame, messieurs, merci de votre attention. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.